Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la fiscalité des personnes, fiscalité patrimoniale. J'ai le plaisir d'accueillir Oriane et Caroline qui vont nous aider à décrypter cette loi de finances 2026. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les différentes mesures qu'on a sélectionnées pour cette vidéo, Oriane, est-ce que tu peux nous brosser un peu le contexte dans lequel on se situe après cette séquence parlementaire un peu agitée? Effectivement. Bonjour Béatrice, on a une nouvelle année avec une loi de finances dont les mesures principales se concentrent sur les personnes physiques et ce n'est pas le seul parallélisme avec la loi de finances 2025, recours au 49.3 et une loi de finances qui a été décalée et une adaptation tardive sur l'année civile d'après. Quelles sont les mesures principales de cette loi de finances? On a principalement un nouvel impôt. L'année dernière, on avait la CDHR. Cette année, on a la taxe sur les holdings patrimoniales. Un éclaircissement sur les mesures des management packages, une hausse de la CSG et un resserrement sur le pacte du trail. Pourquoi l'ensemble de ces mesures? Parce qu'on est sur un budget à la hausse. Et dans le budget provisionné, on a une augmentation de 5,3 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu, ce qui amène un budget collecté total de 99,8 milliards d'euros pour 2026. Et donc le besoin de financement supplémentaire, et on va le voir, en fait, l'impôt sur le revenu est l'une des recettes principales d'impôt pour l'État. Avec juste un point d'attention, comme l'année dernière, en fait, on va demander un effort complémentaire aux contribuables qui ont les revenus les plus aisés et aux contribuables les plus fortunés. Bien, merci Oriane, on va y revenir en détail. On démarre cette vidéo avec la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors c'est un dispositif temporaire initialement réservé pour 2025 qui s'installe dans le paysage 2026. Oriane, est-ce que tu peux nous préciser les modalités d'application de cette contribution? Tout à fait. Donc, CDHR, contribution différentielle sur les hauts revenus, et on avait mis en garde l'année dernière sur le caractère temporaire de cette taxe. Effectivement, on va le voir, elle est sans surprise prolongée en 2026 et même au-delà. Si on rappelle un petit peu son fonctionnement, l'objectif de cette taxe, c'est d'avoir un taux d'imposition minimum de 20%. Et le mécanisme résulte dans le nom même de cette contribution différentielle. Donc on va déterminer 20% du revenu fiscal de référence ajusté et on va déduire l'impôt d'ores et déjà collecté à l'impôt sur le revenu, et c'est cette différence qui va être payée avec la contribution. Qui est visé par cette CDHR? C'est les personnes qui sont déjà dans le contribution exceptionnelle des hauts revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 250 000 euros de revenus pour un célibataire ou 500 000 euros de revenus pour un couple. Et c'est des personnes qui ont principalement des revenus d'investissement et donc soumis à la flat tax. Quand est-ce que cette CDHR est due? Donc là, on a un petit peu le recul puisqu'on a déjà eu la déclaration de la CDHR de 2025. Donc c'est un acompte de 95% payé et déclaré entre le 1er et le 15 décembre. Donc on a une ouverture en pratique sur le portail impôt.gouv pour pouvoir soumettre cette déclaration spécifique avec une spécificité, pas de possibilité de sauvegarder la déclaration et pas de possibilité de la modifier. Donc une fois qu'on est sur le portail, on déclare, on va jusqu'au bout de la CDHR. Au moment où on a soumis, dans les 48 heures, on est prélevé sur les 95% du montant de la CDHR. Et avec un point à garder à l'esprit, en cas d'insuffisance ou de retard de paiement, on a une pénalité relativement forte puisqu'on a 20% de pénalité. Donc ça, c'est un petit peu le tableau. Et un point qu'on a remarqué, c'est du coup sur cette CDHR 2025, on avait au budget de l'État l'année dernière 1,9 milliard d'euros. Au final, on sera plutôt sur 650 millions d'euros collectés pour cette contribution. Les changements pour la loi de finances 2026, donc tout d'abord, c'est ce fameux caractère temporaire. Sans grande surprise, on avait déjà émis quelques réserves et on se rappelle de la CEHR, la contribution avec le E exceptionnel qui a été mis en place en 2011. On est toujours avec la CEHR en 2026. Pour la CDHR, c'est un petit peu la même chose, avec une temporalité où c'est reconduit jusqu'à ce que le déficit public tombe en dessous de la barre des 3% du PIB.
Et on a un horizon puisque le gouvernement a estimé que ça allait être jusqu'à horizon 2029. Et le deuxième changement important, positif, c'est le fait d'avoir pris en compte les dons. Donc on a compris en fait la CDHR, elle fonctionne avec des vases communicants. Ce que vous ne payez pas à l'impôt sur le revenu, vous le payez à la CDHR. Et donc à partir du moment où on a réalisé des dons, on a un crédit d'impôt sur ces dons à l'impôt sur le revenu, mais pas le crédit d'impôt similaire à la CDHR. Donc finalement, vous perdiez l'avantage fiscal de faire des dons à des associations. Le législateur pour 2026 a corrigé ce principe. Et donc, bonne nouvelle pour la CDHR 2026, vous continuerez à avoir l'avantage fiscal des dons. Merci Oriane. Oui, c'est très, très intéressant et cette mesure de correction qui a été prise en cours d'examen parlementaire, au risque également d'assécher la source de dons pour les organisations concernées. Ouais. Voilà. Nous passons au sujet suivant. J'aurais envie de dire un des sujets de choix, la taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales. On va rentrer dans le détail de cette taxe, mais juste avant, Oriane, grandement débattue cette taxe, dans un contexte qui a même débordé de la taxe proprement dite. Est-ce que tu peux nous dire deux mots? Personne n'a échappé à cette séquence, j'ai envie de dire, homérique. Dis-nous quelques mots du contexte d'accouchement de cette taxe. Comme tu l'as dit, Béatrice, c'est la mesure fiscale de la loi de finances pour 2026. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites autour de cette idée. On a tous en tête la fameuse taxe Zuckman, le fait d'avoir un retour à l'ISF, de se dire qu'on allait faire une CDHR, mais sur le patrimoine. Et autour de ce débat public, juste pour remettre en perspective, l'idée c'était de dire que certaines personnes fortunées qui constatent des revenus au sein de leur holding patrimonial et qui décident de ne pas distribuer ces revenus ont au final une fiscalité plus avantageuse qu'un contribuable qui n'aurait pas de holding patrimonial. Et donc le mécanisme, c'est une holding patrimoniale, une personne physique, et comme on accumule des revenus au niveau de la holding patrimoniale, le dispositif de la taxe va venir taxer ces revenus qui sont accumulés au niveau de cette holding patrimoniale. Alors même qu'il n'y a pas de distribution. Alors même qu'il n'y a pas de distribution et qu'il n'y a pas d'appréhension par le contribuable personne physique de ces revenus. Et l'idée au début, c'était d'avoir un champ et une assiette très large avec un taux réduit de 2%. Et on va voir, au final, on est sur un taux important, 20% d'imposition, et une assiette beaucoup plus petite. Par contre, ce qui reste dans l'esprit, c'est toujours la même complexité de cette mesure, qu'on soit sur 2 ou qu'on soit sur les 20%. On reste sur quelque chose de très complexe. Et ce que je voulais dire tout de suite en introduction, c'est l'entrée en vigueur. On est sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Cette Très bien. Disposition. L'évolution du calendrier de la loi de finances a eu des répercussions immédiates sur l'entrée en vigueur. Donc un taux grandement rehaussé, un champ d'application plus réduit, quelque chose qui reste très technique, une mesure peut-être moins de rendement qu'une mesure anti-optimisation, si j'ose dire. Alors on rentre dans le vif du sujet avec le champ d'application. Oriane, quelles sont finalement les structures concernées? Parce qu'on vise les holdings patrimoniales, mais concrètement, quelles structures sont concernées par cette nouvelle taxe? Alors, pour essayer de rester synthétique, on voit qu'on vise indifféremment les holdings patrimoniales qui sont situés en France ou qui sont situés à l'étranger. Donc, si j'essaye de synthétiser, il y a deux différents cas. Le premier cas de figure, c'est une holding située en France qui est détenue soit par une personne physique résidente fiscale de France, soit par une personne physique non résidente fiscale de France. Et mon deuxième cas, c'est une holding patrimoniale située à l'étranger, mais dans ce cas-là, détenue par une personne physique résidente fiscale de France. Obligatoirement? Obligatoirement. Et là, on commence à toucher du doigt la complexité de la taxe, puisqu'on a déjà compris qu'on allait avoir du coup 2 modes de recouvrement, 2 modes de contrôle, et on commence du coup à avoir une petite couche de complexité qui s'installe. Très bien, donc on va y revenir un peu plus en détail. Autre particularité, on est toujours dans le champ d'application de la taxe. Quels sont les autres critères absolument déterminants pour savoir si on est en face ou pas d'une holding patrimoniale? Donc pour savoir si on est dans le champ d'application, on a 3 critères cumulatifs. On a un premier critère qui est lié à la valeur vénale des actifs. Il faut que la valeur vénale de ces actifs soit
égale ou supérieure à 5 millions d'euros. On a un deuxième critère qui est lié à la détention de la holding. Il faut que cette holding elle soit détenue au moins à 50% par des personnes physiques. Et le troisième critère, c'est un critère de revenus. Il faut que les revenus soient composés à plus de 50% de revenus passifs, c'est-à-dire des revenus liés de dividendes ou de loyers, par exemple. Et je veux juste revenir sur un petit point par rapport à la personne physique, parce qu'on est sur une définition au sens très large du cercle familial. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder en détail. Ça comprend la personne physique, le conjoint, le partenaire de Pacs, mais également les ascendants, descendants et leurs frères et sœurs. Et en plus de ça, va se rajouter toutes les personnes qui sont liées à cette personne physique dans le cadre d'un pacte d'actionnaires pour des prises de décision conjointes au niveau de la société. Donc un champ d'application très large. Ouais. Et je rajoute juste, si jamais la holding est détenue par un trust, on a une présomption que cette condition soit automatiquement remplie. Très bien, merci beaucoup. Donc là, complexité déjà au niveau du champ d'application. Oui. On passe maintenant à l'assiette, dont tu nous as dit tout à l'heure, on avait une assiette extrêmement large qui tenait compte également des titres de participation, des titres de placement. Là, on est sur quelque chose de plus restreint. Qu'est-ce qui reste finalement dans l'assiette de la taxe? Il reste finalement ce qu'on va appeler les biens somptuaires, donc notamment les éléments de chasse et pêche, bijoux, les chevaux de course, mais les fameux yachts, jets, etc. Avec 4 marques importantes sur cette liste. Tout d'abord, le fait d'avoir une exclusion des œuvres d'art, objets de collection et antiquités qui ont été supprimés un petit peu à la dernière minute dans le cadre de cette adoption. Un deuxième point important aussi, c'est le fait d'avoir une exclusion de tout ce qui est actif professionnel. Donc l'esprit du texte, c'est bien de venir taxer ce qui ne serait pas nécessaire à l'activité professionnelle. Donc si je prends un exemple, un caviste dont l'activité professionnelle est la vente d'alcool, on a vin et alcool qui est listé dans ses biens somptuaires. C'est l'accessoire même de son activité, donc ça va être hors du champ de la taxe de 20%. C'est pas ça l'esprit. C'est à partir du moment où c'est professionnel, c'est hors de l'assiette. Et l'autre marque, on a logement dont une personne physique s'est réservé la jouissance. Si ce logement est loué dans des conditions de marché, ça va être pareil, ça va être exclu de l'assiette. Ce qu'on vise, c'est une personne physique qui se réserve la jouissance d'un bien immobilier détenu dans sa holding patrimoniale sans en verser un loyer de marché. On a bien une séparation de propriété entre la personne morale et la personne physique. Très bien. Donc ça fait partie d'un point exclu. Et justement sur les logements, là pour le coup, c'est le seul type de bien qui est dans le champ de la taxe pour lesquels on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. Et on va pouvoir déduire quoi? Des dettes, avec une notion qui est très similaire à nos dettes pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc il va falloir être vigilant. Les prêts à soi-même sont exclus. Limitation de la déduction pour tout ce qui est prêt in fine et prêt sans terme. Voilà, donc il va falloir regarder cet esprit de valeur vénale et des dettes qu'on va pouvoir déduire ou pas. Donc encore une fois, un petit peu de complexité. Un peu de complexité. Pour terminer sur la taxe sur les holdings, on a vu un champ d'application complexe pour identifier qui est une holding patrimoniale et qui ne l'est pas. L'assiette, on vient de le déterminer. Alors une fois qu'on est au clair sur tout ça, qui va s'acquitter du paiement de la taxe et dans quelles conditions, les différentes modalités? Donc on va garder à l'esprit ce qu'on a expliqué tout à l'heure, nos deux cas de figure, deux situations, deux modalités. Donc si ma holding est située en France, alors dans ce cas-là, ça va être la société qui va être redevable de cette taxe de 20%. Société redevable de cette taxe de 20%, donc on va avoir les règles de l'impôt sur les sociétés qui vont s'appliquer et il faudra joindre à la déclaration de résultats une annexe qui va détailler les calculs et les modalités d'acquittement de cette taxe. Et donc, règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux, similaires à l'IS. Ça, c'est mon premier cas. Mon deuxième cas, c'est ma holding située à l'étranger. Dans ce cas-là, le redevable, c'est la personne physique associée de la holding qui va être redevable de cette taxe sur les 20%. Donc, on va être sur des modalités de recouvrement, de contentieux de contrôle similaires à l'impôt sur le revenu. On s'attend à ce qu'il y ait sûrement un nouveau formulaire,
Je pense peut-être plus qu'une nouvelle case pour pouvoir collecter et déclarer cette taxe de 20%. Deux petits points à garder à l'esprit, c'est que cette taxe de 20% n'est pas déductible du bénéfice imposable et il n'y aura pas de double peine. Les actifs soumis à la taxe de 20% ne seront pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, donc ils seront exonérés de l'IFI. Très bien, merci Oriane. On reste avec des éléments d'interrogation, mais déjà tu nous as bien débroussaillé le terrain. On ne connaît pas du coup la nature véritable de cette taxe, notamment pour l'application des conventions fiscales bilatérales. Donc ça laisse encore un champ de réflexion et de cogitation pour les mois qui viennent. Nous passons sans transition à la mesure contenue dans la loi de finances pour 2026 consacrée au pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, comme chacun sait, c'est ce dispositif fiscal qui a plus de 20 ans d'âge et qui concerne la transmission à titre gratuit par donation ou succession d'entreprises opérationnelles. Oriane, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord le contexte avant de passer aux aménagements apportés par la loi de finances? Tout à fait, on a eu énormément de discussions autour du pacte Dutreil dans le cadre de cette loi de finances, avec en fond, est-ce qu'on garde cet avantage et cet abattement de 75%? On rappelle juste l'objectif du pacte Dutreil, c'est quoi? C'est de permettre de faciliter la transmission des entreprises familiales, mais pas que, avec en ligne de fond, quand on parle de société, on est sur des biens qui ne sont pas liquides. Donc au moment de la transmission, en cas de décès par exemple, il va falloir trouver des liquidités pour acquitter un taux d'imposition qui est de 45% sur les droits de succession. En pratique, ça veut dire que dans la majorité des cas, on va être obligé de céder cette entreprise parce qu'on n'est pas en capacité en fait, de régler les droits de succession qui sont liés à cette transmission. Donc l'esprit du Dutreil, c'est d'alléger cette fiscalité pour permettre cette transmission, permettre de faciliter cette transmission. Mais ça ne va pas sans certaines conditions, des conditions qui sont strictes. Notamment, le pacte ne peut porter que sur des sociétés qui ont une activité industrielle, commerciale, opérationnelle ou des holdings animatrices et avec des engagements qui sont un engagement collectif de conservation de 2 ans, un engagement individuel de conservation de 4 ans, et on va y revenir, et le fait d'avoir des fonctions de direction pendant l'ensemble de l'engagement collectif, mais aussi 3 ans après la transmission. D'accord, merci. Donc là, on est au clair sur d'où on part. Alors concrètement, les 2 apports majeurs de la loi de finances en matière de pacte Dutreil. Donc 2 aménagements. Le premier, c'est cet engagement individuel. Il passe de 4 ans à 6 ans de conservation. Donc on est sur 2 ans l'engagement collectif, plus 6 ans d'engagement individuel de conservation. Ça fait 8 ans au total de conservation des titres pour bien avoir encore une fois à l'esprit, on transmet mais on conserve la société. Et le deuxième aménagement, c'est le fait d'avoir une exclusion dans l'assiette de cette exonération des biens somptuaires. On retrouve un petit peu notre définition dans la taxe sur les holdings patrimoniales, mais cette fois, on n'a pas exclu les œuvres d'art, objets de collection et antiquités, donc c'est les biens somptuaires au sens large. Avec la même philosophie, si c'est des biens qui sont affectés à l'activité professionnelle, eux, on pourra les avoir dans le champ d'exonération du pacte Dutreil. Donc, je reprends l'exemple du caviste. Oui. Là, on peut, pour les vins et alcools, on pourra quand même avoir l'abattement de 75% sur ces biens-là. Un dernier point, on n'a pas de date d'entrée en vigueur spécifique. Oui. Donc, l'ensemble des dispositions vont s'appliquer à partir des transmissions qui vont intervenir au lendemain de la publication de la loi. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Chère Caroline, nous allons passer à une autre mesure qui a bien occupé cette séquence loi de finances. J'ai nommé les management packages. Est-ce qu'avant de rentrer dans le détail des apports de la loi de finances pour 2026, tu pourrais nous rebrosser le panorama général et la genèse de ce dispositif? Bien sûr. Bonjour Béatrice. Donc pour rappel, la loi de finances pour 2025 était venue légiférer le régime des management packages à travers l'instauration d'un nouvel article, l'article 163 bis H du Code général des impôts. Alors cet article était fortement inspiré déjà de la jurisprudence du Conseil d'État et plus particulièrement des 3 arrêts de principe qui avaient été rendus en juillet 2021.
Donc déjà peut-être pour expliquer ce qu'est un management package, ce sont les gains de cession de titres qui sont réalisés par un dirigeant ou un salarié d'une société et qui sont étroitement liés à leur fonction donc de salarié ou de dirigeant. Alors schématiquement, pour expliquer simplement quels sont les régimes d'imposition qui sont liés au dispositif management package, tout d'abord, si le gain réalisé ne remplit pas deux conditions citées par le texte, c'est-à-dire que les titres n'ont pas présenté un risque en capital ou que les titres n'ont pas été détenus pendant au moins 2 ans, dans ce cas-là, le gain va être imposé comme un salaire classique, donc au barème progressif de l'impôt et aux charges sociales, salariales et patronales. En revanche, si le gain remplit aux deux conditions précitées, donc le délai de détention et le risque de perte en capital, dans ce cas-là, je vais rencontrer un régime hybride. Donc, en deçà d'une certaine limite, le gain va être taxé comme une plus-value à la flat tax actuellement. Et au-delà d'une certaine limite, le gain va être considéré comme un salaire, avec une particularité. Donc, avec le loi de finances pour 2025, il y avait une exonération des charges sociales, patronales et salariales et l'instauration d'une contribution salariale de 10% qui devait être applicable jusqu'au 31 décembre 2027. Et la bonne nouvelle, donc, c'est la loi de financement de sécurité sociale de 2026 qui est venue pérenniser ce régime. Donc, pour le moment, donc, une exonération de charges sociales et cette contribution salariale de 10%. Très bien. Merci beaucoup, c'est plus clair. Alors là, on rentre dans le vif du sujet avec l'apport de la loi de finances pour 2026. Donc Caroline, merci, tu nous as resitué les différents types d'imposition, traitements et salaires, et dans la partie plus-value de cession, une portion qui peut être imposée en plus-value, et ce qu'on a appelé, ce que tu as appelé gain excédentaire, qui retombe dans le champ des traitements et salaires. Et alors là, justement, on va s'attarder quelques instants sur le report d'imposition qui est prévu par la loi de finances pour ce fameux gain excédentaire imposable en traitement et salaire. Oui, tout à fait. Donc c'est ce mécanisme de report d'imposition qui est vraiment une évolution phare de la loi de finances pour 2026 s'agissant des management packages. Donc là, comme tu le rappelais, Béatrice, on est vraiment dans le gain excédentaire, donc le gain qui est réalisé au-delà d'une certaine limite, dont on verra tout à l'heure qu'elle a également, les éléments de calcul ont également évolué. Donc petit rappel déjà, donc, on parle bien de ce gain excédentaire et pas de la plus-value de cession classique, celle qui serait imposée à la flat tax, puisqu'a priori celle-ci devrait pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, des articles relatifs au sursis ou au report d'imposition, donc 150 AB ou 150 OBTR. Donc pourquoi ce régime de report d'imposition ? Alors en fait, on a constaté que à travers les opérations de LBO, on pouvait se retrouver dans une situation où en fait un manager ou un dirigeant réalise un premier LBO, puis souvent réalise un second LBO, et on demande à l'occasion de ce second LBO de réinvestir au sein de la société. Donc bien entendu, les managers espèrent tous pouvoir ressortir gagnants de ces différentes opérations. Il arrive pourtant parfois que le second LBO peut faire apparaître une perte pour le dirigeant. Donc dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où en fait, lors du premier LBO, le dirigeant peut avoir réalisé un gain excédentaire qui était taxé en salaire et qui est donc imposable l'année de réalisation de ce gain. Et donc déjà imposé. Déjà imposé, exactement. Et à la suite du second LBO, ce dirigeant a réalisé une perte avec aucun dispositif prévu pour imputer cette perte sur le gain qui avait déjà été imposé en salaire. Absolument. Donc une perte sèche, il n'existe pas à ce jour, il n'existait pas en tout cas à ce jour, de mécanisme de carry-back. Ou le report d'imposition. Exactement. D'accord. Voilà. Alors pour bénéficier de ce report d'imposition, 4 conditions. Tout d'abord, il faut que l'opération de réinvestissement remplisse les conditions qui étaient celles de l'article 150 OB du Code général des impôts. Il faut également que l'opération se fasse en France ou dans un État membre de l'Union européenne, ou plus classiquement, ce qu'on voit assez fréquemment, dans un État ayant conclu avec la France une clause d'assistance administrative. Il faut enfin que la société bénéficiaire du réinvestissement corresponde à celles qui sont éligibles au dispositif Management Package de l'article 163 bis H. Et pour finir, il faut que la société bénéficiaire du réinvestissement n'ait pas pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du dirigeant
ou du salarié et qu'il s'agisse bien d'une société donc purement opérationnelle. D'accord, donc ça c'est une mesure anti-abus. Donc là tu nous as dressé toutes les conditions pour bénéficier du report. Qu'est-ce qui peut mettre fin au report? Oui, alors qui dit fin du report d'imposition dit imposition du gain excédentaire donc en salaire, ce qu'on a vu précédemment. Les dispositions qui mettent fin à ce report, ce sont classiquement donc la disposition, cession, rachat, annulation, remboursement des titres qui ont été remis en rémunération de l'apport, mais également donc ces mêmes événements, mais cette fois-ci sur les titres qui ont été apportés si cet événement intervient dans un délai de 3 ans à la suite de l'apport des titres. Une mesure importante de la loi de finances pour 2026, c'est que ce dispositif de report d'imposition, donc de réinvestissement, ne peut avoir lieu que 2 fois. Donc on ne peut pas cumuler 3, 4, 5, 6 opérations successives en report d'imposition. Et enfin, une mesure également significative, très fréquemment en cas d'opération d'apport de titres et d'échange, on se retrouve dans une difficulté liée à la parité d'échange. Ce qui fait qu'une soulte, donc un montant numéraire, est versé. Il est prévu que si cette soulte dépasse les 10%, elle ne met pas fin, en tout cas elle ne déqualifie pas le mécanisme de report d'imposition. En revanche, cette soulte sera bien taxée le jour de l'opération, le jour où elle est versée. Où l'argent est effectivement perçu. Exactement. D'accord. Et donc cette soulte doit être inférieure à 10% pour ne pas remettre en cause l'opération. L'ensemble du dispositif, tout à fait. fait. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Caroline. On passe à quelques ajustements très techniques là aussi par rapport de la loi de finances. Caroline, tu nous as rappelé tout à l'heure cette limite qui obéit à un calcul précis pour déterminer ce qui, parmi la plus-value de cession, est imposable en plus-value. On a quelques ajustements sur la limite, on a aussi quelques ajustements sur le ratio qui est prévu pour déterminer cette limite et un certain nombre également de précisions. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Alors tout d'abord, 3 ajustements qui concernent principalement donc le gain qui est soumis au régime des plus-values et plus particulièrement la détermination de la limite de calcul. Donc cette limite doit être calculée à partir de la valeur des titres, alors que jusqu'à présent, on prenait en compte le prix d'acquisition de ces titres. Le texte nous précise également que cette valeur doit être diminuée du montant des revenus distribués et des sommes versées à la suite d'une réduction ou d'un amortissement du capital entre le moment de la souscription et la cession des titres. S'agissant du multiple de la performance financière, donc cette limite qui détermine donc la partie excédentaire et la partie plus-value de cession, le texte nous précise que la valeur réelle de la société doit être augmentée de toutes les sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou entreprise liée au sens de l'article 39, son 12e du Code général des impôts. Là, c'est une adaptation technique. Exactement. Voilà, on rattrape, ça avait été prévu pour un volet de la détermination de la valeur de la société et il manquait l'équivalent à la date de la cession. S'agissant, une autre précision s'agissant des compléments de titre, donc ce qu'on appelle les clauses d'earn-out, le texte précise que le complément de prix sera bien imposable l'année de la perception du revenu. Caroline, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'impact qu'a la réforme sur le prélèvement à la source et la retenue à la source sur les salaires versés à des non-résidents? Bien sûr. Alors, le législateur n'a pas voulu complexifier encore plus le texte puisqu'il est déjà relativement complexe. Donc, il a exclu expressément du champ d'application du prélèvement à la source et de la retenue à la source le gain excédentaire qui est imposé en salaire par les non-résidents. Très bien. Et pour terminer sur ce volet ajustement technique, on a une dernière mesure qui concerne les donations de titres de management package. Qu'est-ce qui évolue concrètement ? Oui, alors déjà, en 2025, le législateur avait prévu que les donations de titres de management package étaient imposées au nom du donateur, mais à l'époque, il était prévu que le moment d'imposition intervienne lors de la cession des titres par le donataire. Alors, changement dans la législation. Aujourd'hui, toujours une imposition entre les mains du donateur. En revanche, l'imposition aura lieu au jour de la donation. Dès la donation. Exactement. Donc cette mesure entrera en vigueur, a priori, le lendemain de la promulgation de la loi.
Merci Caroline. Dernier sujet sur les management packages, c'est l'organisation de la neutralité fiscale et sociale pour les retraits du PEA. Cette mesure, donc, c'est une mesure d'accompagnement. Il y avait déjà une mesure prise dans le cadre de la loi de finances pour 2025 concernant le PEA, et si je me souviens bien, c'était l'interdiction de placer des titres dans le PEA, c'est ça, à partir Exactement. de la loi de finances? Exactement. Donc, depuis la loi de finances pour 2025, donc une interdiction de placer les titres management package au sein du PEA. Donc, pour les personnes qui auraient déjà inscrit des titres management package antérieurement à cette loi de finances pour 2025, le législateur a bien voulu accompagner le contribuable afin de lui permettre de pouvoir effectuer un retrait de ce PEA sans entacher le régime fiscal applicable au PEA. Donc, un système de neutralité fiscale. Également, il prévoit un dispositif par lequel les retraits de titres management package qui peuvent intervenir au cours des 5 années suivant l'ouverture du plan conservent l'exonération fiscale du PEA sans entraîner sa clôture. Alors, ces dispositions sont applicables le lendemain de la promulgation de la loi. À noter également pour tous ces retraits une exonération des prélèvements sociaux, mais avec une période limitée, puisque à ce jour, cette neutralité sociale, si je puis dire, est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2027, et on espère qu'elle sera pérennisée. Merci beaucoup Caroline pour cette mesure emblématique qui avait besoin de cet éclairage, très technique également. On a eu la taxe sur les holdings, le régime management package, complexe également. Nous passons à une autre mesure. Oriane, je reviens vers toi, qui concerne les BSPCE, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, ce dispositif qui est dans le paysage fiscal depuis plusieurs années, a à nouveau cette année été modifié par la loi de finances pour 2026. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la portée exacte de cette réforme? Oui, et alors tout de suite, c'est des bonnes nouvelles. Donc on est sur un assouplissement et quelque chose de très positif. Donc les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, qu'est-ce que c'est? C'est des instruments qui sont réservés aux startups ou aux jeunes entreprises innovantes et qui vont permettre de donner un droit d'acquérir des actions à un prix préférentiel parce qu'il est fixé au moment de l'attribution. Et quand on parle de jeunes entreprises, on a très souvent une perspective de gain et de prise de valeur de l'entreprise. Donc ça permet aux salariés de leur faire participer à la prise de valeur de cette société. En 2 mots, c'est les AGA et les stock options des startups. Si on rappelle juste un petit peu, c'est un mécanisme avec des mesures de fiscalité privilégiées, donc qui doit remplir des conditions strictes. On est dans un champ d'application où c'est des entreprises jeunes, donc moins de 15 ans, et c'est des entreprises qui doivent être détenues par des personnes physiques. Donc on avait plus 25% de détention par des personnes physiques, ou quand c'est indirectement via une personne morale, il fallait que cette personne morale soit elle-même détenue à plus de 75% par une personne physique. Et la première bonne nouvelle, on est sur quelque chose de plus souple. La détention directe par une personne physique ne doit plus être de 25%, mais de 15%. Et ça répond en fait à une réalité de marché économique, parce que quand on parle de sociétés start-up, d'entreprises jeunes, on a besoin de financement, donc on a très souvent à côté des fondateurs des fonds d'investissement, et en pratique ces 25% devenaient de plus en plus difficiles. Donc on est sur un alignement par rapport à ce qu'on voit sur le marché. C'est le mouvement normal de la dilution au gré de l'évolution de l'entreprise. Donc très positif, parce que c'est vraiment des instruments qui permettent cet alignement des intérêts, cet partage de valeur, donc très positif. Et le deuxième aménagement, lui aussi positif, c'est un élargissement des bénéficiaires. Donc on est sur des bénéficiaires qui sont les salariés de la société émettrice ou de la société filiale. Et là, on va un niveau en dessous. On peut avoir aussi les salariés de la société sous-filiale, avec une définition, c'est 75% de détention entre la filiale et la sous-filiale. D'accord. Donc un champ d'application plus large, donc encore plus de salariés qui pourront bénéficier de ces instruments. Par rapport à la temporalité, ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026. Très bien. Merci Oriane. On ne pourrait pas être complète si on n'abordait pas dans cette vidéo sur la fiscalité des personnes le sujet de la hausse de la CSG. C'est un peu
voilà, le deuil du PFU à 30%, qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est terminé. Beaucoup de revenus, hein, enfin pas tous, mais la grande majorité des revenus du capital sont touchés par la hausse de la CSG. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette évolution? Alors, on avait jusqu'alors une unicité sur le taux de la CSG. On avait 9,2% qui s'appliquait de façon unanime pour l'ensemble de ces revenus. Et là, on rajoute encore une petite complexité, puisque dans le cadre de la loi de finances pour 2026, on a une hausse de CSG de 1,4%, mais pas sur l'ensemble des revenus du capital. Donc, sont dans le champ de la hausse, notamment les dividendes, les plus-values sur valeur mobilière, les intérêts, et 3 petits points, il y a d'autres revenus, sont exclus par contre de cette hausse de la CSG, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les intérêts, le PEL, etc., etc. Donc, il va falloir bien faire la différence entre les revenus qui sont maintenant à 10,6 et ceux qui restent à 9,2%. Première distinction. Deuxième distinction, au niveau de l'entrée en vigueur. Oui. Donc, on est bien sur la loi de financement de sécurité sociale pour 2026, donc qui a, elle, été adoptée en décembre 2025. Donc, on a les revenus du patrimoine pour lesquels on a une mini-rétroactivité, puisque c'est l'ensemble de ces revenus 2025 qui vont être taxés. Donc, notamment, si vous avez réalisé une plus-value en janvier 25, vous allez avoir l'application de la CSG à 10,6. Par contre, pour les produits de placement, on va avoir une application uniquement à compter de janvier 26. Donc, vérifiez au niveau de la qualification de vos revenus et des modalités de recouvrement pour cette hausse qui vont être les mêmes que pour la CSG, mais avec une petite spécificité, c'est qu'on a une affectation budgétaire à la branche autonomie de la sécurité sociale, ce qui a valu le nom de contribution financière pour l'autonomie, notamment de ces 1,4%. Alors si je te suis bien, l'affectation budgétaire de cette hausse de 1,4 n'est qu'une affectation budgétaire, n'affecte pas les conditions de fonctionnement. On reste sur les conditions de fonctionnement de la CSG. On reste sur les mêmes modalités de recouvrement, mais c'est une affectation budgétaire qui est spécifique. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport au PFU. Donc le PFU, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Et donc là, on passe à 31,4 puisqu'on a une augmentation des prélèvements sociaux. Et si on va un petit peu plus loin, au niveau des personnes qui sont dans le cadre de la CEHR, on passe de 34% à 35,4% de flat tax. Et pour les personnes qui sont à la CDHR, j'ai mon taux minimum d'imposition de 20%. Je rajoute mes 18,6 de prélèvements sociaux qui ne sont pas pris en compte pour le taux minimum de 20%. Donc, on est à 38,6% de flat tax. Ce qui signifie qu'en 2 ans, on a eu une augmentation de la flat tax avec la CDHR et avec la CSG de 4,6%. Merci Oriane, merci Caroline pour ces éclairages et ces analyses précises et pointues sur des sujets complexes. On l'aura compris, chacune de ces mesures qui composent la fiscalité des personnes et la fiscalité patrimoniale en général sont des mesures techniques, complexes, mais on l'aura compris, leur articulation entre elles est aussi une affaire de spécialistes. Donc, alerte danger sur les possibles erreurs de qualification, de déclaration. Voilà. Merci pour votre attention à toutes et à tous.